Salut à tous. Alors dans le dernier épisode du pourquoi du comment que vous pouvez retrouver ici, on s'était intéressé aux interactions entre les êtres vivants. On avait vu que ça s'appelait la biocénose et que ça permettait notamment d'assurer l'enjeu primordial de la sélection naturelle. Cette sélection, eh bien oui, elle est hyper importante puisqu'elle permet à chaque espèce animale comme végétale de conserver en son sein que ses individus les plus aptes à survivre. Et ce sont ceux-là qui vont se reproduire et assurer la survie de l'espèce dans le temps. Mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser au reste des interactions, c'est-à-dire entre le vivant et le non-vivant, ce qu'on appelle le biotope. On va donc parler pyramide des biomasses, vieux scientifique et équilibre entre proie et prédateur. Ça faisait longtemps, mais ça fait du bien, c'est parti, générique. Alors, dans le premier épisode du pourquoi du comment, on avait vu que les chaînes alimentaires et les réseaux trophiques, eh bien, ce sont les principales interactions où chaque être vivant va jouer un rôle pour nourrir son prédateur, donc le maillon supérieur de la chaîne alimentaire à laquelle il appartient. Mais si on s'intéresse à la base d'une chaîne alimentaire et qu'on zoome sur le tout premier maillon, eh bien lui aussi, comme les autres, doit bien se nourrir de quelque chose pour fabriquer l'énergie vitale dont il a besoin. Pourtant, s'il est le premier maillon, il n'y en a pas qui le précède pour pouvoir le nourrir. Et comme on l'avait vu, eh bien en effet, ce premier maillon, qui est dans la majorité des cas une plante, est dit autotrophe, c'est-à-dire qu'il est autonome pour produire sa propre énergie et il n'a pas besoin donc de consommer un maillon qui le précède, comme c'est le cas pour les autres. Par contre, quand on dit autonome pour une plante, c'est partiellement vrai, car certes, elle n'a pas besoin de consommer un maillon inférieur pour produire sa propre énergie, mais elle dépend tout de même d'un élément extérieur, à savoir le soleil. Et ce soleil, eh bien c'est l'un des composants de ce que l'on nomme le biotope, c'est-à-dire que sa présence va amener des facteurs physico-chimiques qui vont entrer en interaction avec les êtres vivants. Dans ce cas précis, ils vont permettre à la plante de pouvoir produire son énergie, ses glucides, par la photosynthèse. C'est-à-dire en fait la synthétisation des rayons solaires en énergie. Alors pour le coup, des biotopes, il en existe des milliers. Bon, le soleil est présent dans la majorité, hormis dans les grottes ou dans les abysses, mais ce n'est pas le cas pour tous les éléments comme l'eau par exemple. Dans certains biotopes, l'eau sera abondante, dans d'autres elle sera rare, dans certains elle sera sous forme liquide et dans d'autres sous forme solide. Mais recentrons-nous sur le soleil. Bien qu'en théorie il soit une énergie dite illimitée, bon en pratique c'est pas le cas, on sait que le soleil a une durée de vie définie qui est d'environ 10 milliards d'années, mais à notre échelle ça nous semble illimité, donc on va dire que ça l'est. Les plantes n'absorbent qu'une partie infime des rayons solaires captés, à savoir entre 2 et 3% maximum. Or, pour permettre à n'importe quel organisme vivant de vivre, de se développer et de se reproduire, celui-ci doit consommer de l'énergie et son carburant, les glucides, eh bien il les trouve principalement en se nourrissant. Sauf que ce transfert d'énergie ne peut se faire que par un transfert de matière, c'est-à-dire par l'alimentation lorsqu'il y a prédation. Et comme tout ce qui se passe dans la nature, ce transfert d'énergie obéit à des lois physiques, et pour le coup, les lois physiques qui régissent les écosystèmes, ce sont les lois de la thermodynamique. Alors les lois de la thermodynamique qui régissent les écosystèmes, c'est-à-dire des systèmes dissipatifs, ouverts et loin de l'équilibre, et bien tout ça, ça a été développé par Ilya Prigogine, notamment dans ce livre-là, La fin des certitudes. C'est un peu complexe, mais il y a des très bons travaux sur internet qui permettent de mieux comprendre ce qu'il a développé, ce dont moi je me suis servi pour faire cette vidéo. Je vous mettrai tout ça dans la description si ça vous intéresse. Voilà. Alors comme ça fait peur, mais en vérité c'est hyper simple à comprendre. Lorsqu'une plante capte le rayon solaire, on a vu qu'elle en absorbait au maximum 3%. Et sur ces 3% qui lui auront servi à fabriquer son énergie, près de 90% vont être utilisés et brûlés pour que la plante puisse respirer. Au final, au moment où la plante sera consommée, celle-ci ne détiendra plus que 0,3% de toute l'énergie qu'elle aura fabriquée au cours de sa vie. Et encore, lorsque l'herbivore va s'en nourrir, celui-ci ne se servira que de 10% de l'énergie perçue pour se développer, c'est-à-dire pour fabriquer ses tissus et ses cellules. Car comme la plante, lui aussi va brûler 90% de son énergie pour respirer et réguler sa température. Et lorsqu'un carnivore consomme un herbivore, eh bien c'est pareil, il est soumis à la même règle et seulement 10% de l'énergie qu'il aura perçue lui servira à se développer. Et bien à ce stade, théoriquement, l'énergie perçue à la base est de l'ordre de 0,003%. Et ceci, ce n'est pour une chaîne alimentaire qui n'a seulement 3 maillons. En fait, dans la nature, dès qu'il y a un transfert de matière et donc d'énergie, on considère que seulement 10% de l'énergie perçue par un être pourra lui servir à se développer. Et bien ceci, c'est ce qu'on appelle la pyramide des biomasses. Pour être encore plus parlant, prenons un exemple bien concret. Je vous présente l'un de mes gécolopards, c'est un Eublepharis macularius, un mâle âgé de 4 ans et demi,
Il n'a pas vraiment de nom, mais pour l'expérience, on va l'appeler Joe. Joe se nourrit principalement de grillons. Pour faire simple, on va considérer que depuis qu'il est né, en juillet 2012, Joe a mangé en moyenne 15 grillons adultes par semaine. Ça fait donc 4 ans et demi qu'il est né, soit 4,5 fois 52 semaines, on arrive donc à un total de 234 semaines. Depuis qu'il est né, Joe s'est donc goinfré, puisqu'il a consommé pas moins de 3510 grillons. On a donc deux maillons d'une chaîne alimentaire, d'un côté le gecko léopard et de l'autre le grillon qui est le maillon inférieur. Ce grillon, eh bien, il est herbivore et le maillon qui doit le précéder est donc une plante, et pour l'exemple, on va dire du trèfle. Pour atteindre l'âge adulte, à laquelle il pourra se reproduire pour ensuite servir de nourriture à Joe, un grillon doit atteindre l'âge de 2 mois et demi. Pour se développer jusqu'à ce stade, notre grillon va devoir donc consommer un trèfle entier tous les jours. On obtient donc un total de 75 jours, donc 75 trèfles en moyenne pour amener chaque grillon que Joe va manger à l'âge adulte. A ce stade, faisons un petit topo. Pour nourrir Joe pendant ces 4 ans et demi, nous avons donc dû lui donner 3510 grillons, et chacun de ces 3510 grillons a donc théoriquement consommé 75 trèfles. Au total, pour nourrir Joe jusqu'à maintenant, on a donc dû sacrifier 263 250 trèfles. Et encore, ce calcul il est théorique, puisqu'il ne prend pas en compte les pertes, c'est-à-dire tous les grillons qui ont consommé des trèfles mais qui sont morts avant l'âge adulte et qui auront donc augmenté le total de trèfles consommés sans que cela ne serve au final au développement de Joe. Et si arbitrairement on considère par exemple que ce taux de perte est de 20%, ce n'est plus 263 000 trèfles mais près de 316 000 qu'on a dû sacrifier pour nourrir Joe. On est d'accord, ça fait beaucoup. Et encore ici on parle seulement d'une chaîne alimentaire à 3 maillons. Certaines y atteignent parfois les 6. Mais dans les natures, il est rare qu'elles dépassent les 4 maillons, car plus il y a d'intermédiaires entre le premier et le dernier, et plus la perte d'énergie est importante. On parle alors de rendement écologique, moins il y a de maillons au sein d'une chaîne alimentaire, et plus le rendement est important. Et donc si on essaie d'être un peu cohérent avec nos calculs, on voit bien que finalement le nombre de maillons inférieurs doit toujours être en plus grand nombre que le nombre de maillons supérieurs. C'est ce qu'on appelle donc l'équilibre proie-prédateur. Et pour expliquer cela, eh bien, on va mettre ça sur papier et voir un peu comment ça se passe dans un écosystème. Pour l'exemple, on va prendre une forêt en France sans plus de détails, et dans cette forêt, voilà ce qui s'y passe. Il y a des rongeurs qui eux se nourrissent de végétaux et de fruits, et de renards qui eux vont se nourrir des rongeurs. Nous avons donc notre point de départ, notre point 0 avec nos 3 maillons de notre chaîne alimentaire, et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien les rongeurs se développent bien, se reproduisent et consomment de plus en plus de végétaux, qui eux sont en quantité limitée. Grâce à cette augmentation du nombre de rongeurs, les renards eux aussi prolifèrent car la nourriture est de plus en plus facile d'accès. Mais qu'est-ce qu'on observe? Eh bien au bout d'un certain temps, la population de rongeurs a atteint un certain seuil où la concurrence entre individus de la même espèce, mais aussi avec des espèces différentes, entraîne un manque de nourriture qui, couplé à la prédation de plus en plus importante des renards, réduit rapidement le nombre de rongeurs. Cette diminution permet à la source de nourriture de se reconstituer, et les renards qui eux sont en manque de nourriture voient leur nombre diminuer. La prédation est moins importante, la source de nourriture est plus abondante, donc le nombre de rongeurs réaugmente, et ainsi de suite. Alors bien sûr, on est d'accord, tout ceci reste très théorique, puisque évidemment, il ne prend pas en compte tous les facteurs qu'on pourrait retrouver dans de tels écosystèmes, et notamment l'influence des activités humaines sur cet équilibre. Néanmoins, ce modèle il reste utile pour anticiper les futures dynamiques de ces équilibres biologiques. Et pour la petite histoire, ce modèle s'appelle le modèle de Lopta Volterra, en référence aux deux chercheurs, le premier américain et le second italien, qui sont arrivés indépendamment en 1925 aux mêmes équations pour décrire les dynamiques de ces systèmes biologiques. Et grâce à cet équilibre entre proie et prédateur, mais plus globalement entre tous les acteurs qui vont jouer un rôle au sein d'un écosystème, eh bien ce dernier est censé arriver au bout d'un certain moment à un stade de climax. C'est toujours une notion assez théorique, mais qui explique qu'au bout d'un certain temps, un écosystème va atteindre un équilibre stable. Sauf que, bah ouais, il y en a un deuxième sauf que. Sauf que dans la nature, en pratique, eh bien il y a très peu aujourd'hui d'écosystèmes qui ne soient pas influencés par les activités humaines. Et la conséquence, eh bien c'est que la formation d'un climax, donc d'un écosystème en équilibre stable sur le temps, est impossible ou alors totalement artificielle. Et le second problème, eh bien c'est que l'homme sur Terre est quasiment le seul maillon qui domine toutes les chaînes alimentaires. Un super prédateur bien badass en soi. Et il est tellement badass que c'est le seul animal qui déroge à la règle de la pyramide des biomasses et qui nous indique que le nombre de prédateurs doit toujours être inférieur au nombre de proies pour garder un système à l'équilibre. En effet, eh bien l'homme c'est le roi des prédateurs, mais aussi celui qui a la démographie la plus importante. Vous voyez où je veux en venir?
Pour compenser le manque de nourriture qui le menaçait et s'y adapter, l'homme a donc développé l'élevage pour accroître de manière artificielle son nombre de proies. Et l'homme a aussi une grande capacité à s'adapter à l'environnement dans lequel il évolue, en pouvant se nourrir d'à peu près n'importe quoi grâce à son système digestif particulier, mais aussi grâce aux outils qu'il a développés pour transformer et rendre comestibles des aliments qui ne l'étaient pas à la base, et notamment par l'usage du feu pour la cuisson. Pourtant, malgré cela, surchassée pour la nourriture ou les menaces qu'elle représentait, l'extinction de nombreuses espèces animales est due à la démographie importante de l'homme et à l'impossibilité pour tout être d'y faire face. Et pour résoudre ces différents problèmes, de nombreuses solutions ont vu le jour et certaines ont été mises en place, mais d'autres sont encore pour le moment à l'état de développement car non sans être complexes, certaines nous amènent en plus à nous poser des questions d'éthique. Et tous ces chercheurs et leurs solutions qui ne sont pas toujours très éthiques, ne faisant pas l'unanimité, sont obligés de travailler et de se réunir discrètement. Leurs solutions peuvent paraître folles, absurdes, voire même dérangeantes, mais ceux qui les proposent sont loin d'être fous. Et je vais vous les présenter maintenant. But what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of their women. That is good.